Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, encore une fois pour le je ne sais plus combien, je sais jamais le numéro, c'est pas très important de toute manière. Alors je vais commencer tout de suite par des petites news de la chaîne. J'ai pas eu le temps de sortir cette vidéo sur les processeurs, il faut vraiment que je m'y mette là-dessus. Je voulais dire aussi qu'au final, l'un des problèmes que j'ai à sortir plus ces vidéos, c'est un peu le background que j'ai. C'est ici c'est un petit peu une pièce qui, il y a mon ancienne chaise qui est là, qui devrait disparaître depuis je ne sais combien de temps et tout ça, donc c'est pas un background idéal je trouve. Et j'aimerais avoir un meilleur background pour filmer mes vidéos. Si j'avais déjà un meilleur background, je pense que je serais plus enclin à faire plus de vidéos parce que je serais content du setup en quelque sorte. Donc il faudrait vraiment que je travaille là-dessus. Je pense que ça pourrait améliorer la qualité des vidéos. Il me faudrait aussi un background pour les b-roll. Les b-roll c'est quand vous filmez un truc... juste filmer un produit ou autre chose et que vous me montrez comment il est beau ou je ne sais quoi. Ça, j'avais... ça requiert d'avoir un bel endroit bien éclairé. Il faut que ce soit bien éclairé, mais que l'arrière-plan soit intéressant. Et tout ça. Donc c'est un petit peu compliqué de trouver des fois un endroit. Mais bon, j'ai quelques idées qui pourraient être pas trop mal. Dans tous les cas, je vais essayer de... Je pense, cet été-ci, je vais me mettre une résolution de vraiment augmenter le nombre de vidéos sur la chaîne. J'aimerais vraiment bien pour qu'il y ait... voir un petit peu si ça plaît vraiment aux gens, de le faire de manière un petit peu plus sérieuse, plutôt que juste faire une vidéo par semaine où on fait juste les news. Donc je vais voir ce que je peux faire, et je vais faire en sorte que ce soit le cas. Donc merci à tous si vous regardez la chaîne, et merci de votre soutien. J'ai pu... vous laissez beaucoup de commentaires, vous laissez aussi beaucoup de likes pour ceux qui aiment bien les vidéos. Vous n'êtes pas obligé de laisser un like, vous faites ce que vous voulez. Mais juste merci à vous, en tout cas ceux qui soutenaient la chaîne. Alors, on va commencer tout de suite. Première news, c'est la keynote d'Apple qui a eu... je sais même plus quelle date c'était. C'était le 5 juin 2017. Donc c'était là à peine 6 jours. Donc ça s'est passé juste après le dernier Texama Show au final. Et du coup, ils ont annoncé plusieurs choses. Premièrement, alors, il y a des trucs intéressants, mais des trucs beaucoup moins intéressants. Alors, ils ont fait un refresh de l'iPad. Alors, il y en a qui vont dire, oh, c'est pas intéressant. Il y avait un truc très intéressant, moi je trouve, c'est que ils ont mis un écran 120 Hz à l'iPad. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode... je ferai certainement une vidéo là-dessus, mais il y a une misconception qui... Oui, je sors le terme en anglais. Une misconception qui traîne beaucoup, qui dit que l'œil de l'être humain ne peut pas voir au-dessus de 30 FPS. Sauf que... je vous fais un résumé de la vidéo. Votre œil, c'est pas un ordinateur, il voit pas un FPS fixe, il voit les mouvements, votre œil. Si vous avez un truc qui passe à 1/60e de seconde devant vous, vous allez le voir. Vous allez juste le voir flasher. Ça veut dire que vous le voyez. Si vous voyez même passer un truc à 1/120e de seconde devant votre œil, vous le verrez. Pourquoi? Parce que votre œil est fait pour détecter le mouvement. Du coup, un écran 120 Hz, ça pourrait se dire, oh mais ça sert à rien. En réalité, si ça sert à quelque chose, c'est juste la réactivité globale du système est beaucoup plus... Vraiment, moi quand j'ai actuellement un écran 100 Hz, je peux vous dire que quand j'utilise un ordinateur avec un écran 60 Hz, je le sens. Je sens que ce n'est pas aussi fluide. Et quand vous utilisez pour la première fois un écran 100 Hz, 120 Hz et même plus, vous sentez que le pointeur de la souris quand vous bougez est tellement fluide. Du coup là, l'interface sera fluide parce que en gros, ce qu'ils ont prévu Apple, c'est de faire en sorte que quand vous utilisez, quand il y a une animation, genre vous sortez le truc de notification, et bien l'animation se fait à 120 Hz si possible pour vraiment donner un aspect de fluidité. Et les retours des gens, c'était que vraiment qu'ils avaient vraiment l'impression d'avoir un truc qui était hyper fluide quoi. Donc ça c'est intéressant. Pour les jeux 120 Hz sur mobile, ça va être compliqué, on va être très honnête. Il y a certains jeux qui vont tourner sans problème, mais il y en a d'autres, ça va pas tourner. Hein. Voilà, 120 Hz, ça veut dire qu'il faut, par rapport à du 60 Hz, il faut que le GPU travaille 2 fois plus. Et c'est un peu compliqué. Ensuite, il y avait iOS 11, il y avait quelques trucs intéressants, mais sans plus. Je suis pas vraiment un utilisateur Apple, donc franchement, je ne saurais vous dire ce qui est vraiment intéressant. Ils ont refait le Command Center là, avec tous les trucs. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais apparemment c'est mieux. Ensuite, les nouveaux iMac. Voilà, c'est aussi intéressant que rien du tout. Les nouveaux MacBook Pro qui, au final, maintenant ont un processeur Kaby Lake et ont les refresh des RX 560 et 555 et 550. Enfin,
tous les refresh des dernières cartes AMD, parce que Apple utilise des cartes AMD. Mais ça, c'est pas hyper intéressant parce que de toute manière, ce sont que des refresh, hein, je vous rappelle. Mais une news intéressante, mais aussi étrange, c'est le iMac Pro. Alors déjà, Apple, j'ai l'impression que ces derniers temps, Apple sont en mode on va tout faire en version Pro. Moi j'attends l'iPhone Pro, l'iPod Pro, hein, l'iPod Pro, ça pour les professionnels très important. L'iPhone Pro, il pourrait totalement le faire par contre. Donc voilà le nouvel iPad Pro qui est en Space Gray foncé, donc c'est en gros il est en mat, c'est du noir mat. Donc c'est plutôt classe. Il y a aussi un set de périphériques que beaucoup de gens ont l'air très intéressés d'avoir de la même couleur. Mais bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les spécifications. 8, 10 ou 18 cœurs en Xeon. Turbo Boost jusqu'à 4,5 GHz. Et juste tu te dis, what? Ah oui, mais franchement, ils vont mettre un Xeon serveur dans un iMac. Et c'est assez intéressant. Il y a d'autres trucs que je vais parler. Il y a aussi Vega. Apparemment, il y aura une carte Vega dedans. Ce sera peut-être la version Pro de Vega. Ça semblerait le plus logique. 8 Go ou 16 Go de HBM. Donc oui, ça ressemble vraiment à la version Pro en tout cas. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont donné des spécifications qui n'avaient pas été données jusqu'à maintenant un petit peu. Et je vous rappelle que pendant le Computex, AMD a prévu une conférence le 31 mai. Et on se disait tous, bon, ils vont annoncer Vega. Et puis ils ont été là en mode, ouais, on vous donnera des détails dans 2 mois, à plus. Hein. Et du coup, ben là, on a un peu plus de détails. Ce qui semble logique, parce qu'il faut le dire directement, Apple est une des seules marques à exclusivement utiliser AMD. Avant, ils utilisaient des cartes Nvidia, mais maintenant, ils utilisent que des cartes AMD. Du coup, en plus des chipsets graphiques sur le processeur Intel, évidemment. Hein. Mais du coup, Apple achète énormément de cartes à AMD, en fait. Donc ça semble logique que AMD soit en mode « Ah ouais, ok Apple, on te laisse l'exclu d'annoncer ce genre de truc. » Ça semble logique, dans tous les cas. Mais, ouais, c'est énormément de puissance dans un iMac Pro qui, au final, n'est pas vraiment beaucoup plus épais, comme vous pouvez voir. Ils ont juste rajouté, voilà, une grille qui est... Alors, si je remonte... Ah non, ça refait pas. Mais il y a une grille derrière ici. Donc, en gros, l'air rentre là, passe ici, passe dans le ventilateur et ressort à travers le radiateur là. Donc, ça refroidit les autres composants qui n'ont pas de radiateur. Par exemple, la RAM qu'on voit ici. D'ailleurs, la RAM, on peut la changer. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parce que le problème des iMac, c'est bien souvent la RAM est soudée. Donc là, on peut l'upgrade. Ce qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça à une époque. Ils prenaient un iMac avec moins de RAM et puis ils mettaient de la RAM eux-mêmes. Parce que Apple vend littéralement la RAM à des prix prohibitifs. Du coup, c'est une technique très utilisée. Là, on peut voir, ça doit être une carte en MX, je sais plus le terme exact. MXM plutôt. Donc ça doit être la Radeon Pro ici. On voit aussi un bloc ici, donc je suppose qu'il y en a peut-être 2, ou elle est peut-être séparée en 2. C'est possible, peut-être qu'il y a un PCB pour l'alimentation ou autre chose. Dans tous les cas, c'est assez intéressant comme design intérieur. On voit aussi il y a un slot de carte SD. Il y a beaucoup de ports Thunderbolt, il y en a 4 si je me souviens bien. On a aussi de l'USB. Donc très, très intéressant, donc jusqu'à 128 Go de RAM. Le modèle de base a 32 Go de RAM et un 8 cœurs. Et il sera vendu 5 000 $. Alors, 5 000 $ pour un processeur 8 cœurs, 32 Go de RAM en ECC, donc c'est de la double précision, et certainement une Vega mais moins puissante. Ça fait cher, mais il faut penser que par exemple l'écran de l'iMac, c'est un écran 5K avec un très bon rendu des couleurs. Et un écran 5K, ça coûte plus de 1000 € sans problème. Donc au final, quand on tient tout en compte, ça va encore, mais ça dépend aussi de ce qu'ils vont mettre comme carte en fait. On sait qu'on aura un 8 cœurs et 32 Go de RAM, parce que ça, ils l'ont indiqué que ce serait le strict minimum. Mais on ne sait pas non plus quelle carte ils vont mettre avec et tout ça, et ni le stockage. Donc ça ira jusqu'à 4 Tera en SSD, pour information. Et ça partira de 1 Tera, je crois. Il me semble que c'est ou 512 Go, je ne sais plus, ils avaient dit un truc comme ça. Donc, le truc c'est, ce produit est très intéressant, mais c'est très spécifique
En gros, c'est un marché de niche, vraiment. Parce que les gens qui achètent des iMac, c'est souvent des designers, tout ça. Donc, avoir un iMac beaucoup plus puissant qu'un iMac normal peut être intéressant, mais tout le monde n'a pas non plus besoin d'un tel niveau de puissance. Je pense que plutôt l'upgrade ici, qui peut être intéressant, c'est au niveau de la carte graphique au final. Je pense qu'il va intéresser certaines personnes. C'est que le problème, c'est que l'iMac actuel utilise encore une fois une carte AMD, mais ils n'utilisent pas la meilleure en fait. Vraiment, ça se demandait pourquoi ils s'amusent à faire ça d'ailleurs, parce qu'ils n'utilisent pas la meilleure. Ils utilisent des moyens de gamme, quoi. Ils utilisent même pas une RX 480 ou une 580. Du coup, pour ce genre de personnes qui ont vraiment besoin d'une puissance graphique énorme, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que on le sent directement, enfin on va le voir directement, c'est que aussi bien pour avoir la plus grosse carte graphique, tu devras prendre le Xeon 18 cœurs, tu devras prendre 64 Go ou même 128 Go de RAM. Du coup, tu devras payer une énorme config pour juste une pièce. Donc, discutable. Et du coup, on en revient à un autre problème, c'est que c'est toujours annoncé, hein, c'est pas le refresh des MacBook Pro, ça, hein, enfin des Mac Pro. Apple doit encore sortir un Mac Pro nouvelle génération. Donc le dernier Mac Pro, c'était une sorte de poubelle, hein. Vous savez, le truc rond là, qui était quand même assez bien designé sur certains points, mais qui avait quelques problèmes. Genre, le plus gros problème, c'est qu'on pouvait pas l'améliorer. Et ça gênait vraiment les utilisateurs de Mac Pro, parce que l'ancien Mac Pro, c'était une tour assez grosse quand même, où vous pouviez changer la carte graphique sans problème. Même si elle coûtait cher, vous pouviez la changer. Vous pouviez changer la RAM, changer le processeur. Donc c'était très intéressant parce que vous pouviez juste prendre le modèle de base et selon vos besoins l'améliorer. Et c'était pas mal, quoi. Et même 5 ans plus tard, tu pouvais retrouver un vieux Xeon et le mettre dedans pour l'améliorer ou autre chose. Sauf que là, c'est plus possible ces derniers temps. Donc apparemment, le prochain Mac Pro serait un nouveau design, un nouveau, mais on ne sait pas si ce sera vraiment 100% upgradable ou autre chose. Selon moi, Apple ne va pas les rendre upgradables à fond, hein. Je pense que le prochain Mac Pro pourra avoir la carte graphique changeable, mais je crois pas qu'ils permettront de changer de processeur. Je les vois mal permettre ça. Changer la RAM, la carte graphique à la limite, mais pas vraiment plus. La carte graphique, ça a plus d'intérêt parce que tous les 2 ans, les cartes évolue énormément en performance. Les processeurs, ça évolue pas autant, donc ça sert à rien de forcément l'upgrade ou autre chose. Mais bon, du coup, ouais, vraiment un marché de niche. C'est une belle machine, mais c'est vraiment un marché de niche. Et avec l'arrivée du nouveau Mac Pro derrière, qui devra arriver en 2018, je vois mal. Surtout que ça arrive septembre, je crois, en septembre. Donc voilà, quoi. Je serais un gros utilisateur. Je serais quelqu'un qui a vraiment besoin d'Apple parce que j'utilise un logiciel sur un ordinateur Apple. Par exemple, je fais beaucoup de montage sur Final Cut Pro. Eh bien, moi j'attendrai. Surtout qu'ils ont eu un peu des blagues, hein, les gens qui... Je veux dire, en 2013, ils ont eu le nouveau Mac Pro qui n'a pas été amélioré depuis. Le Mac Pro en forme de poubelle, il n'a pas été amélioré depuis 2013. Et du coup, ils sont un petit peu coincés, les fesses entre deux chaises, quoi. C'est bizarre. Dans tous les cas, voilà, Apple. Et il y avait macOS A et Sierra. Donc après macOS Sierra, macOS A et Sierra. Waouh, ouais, waouh. Donc ça, il y avait juste quelques petites mises à jour. Voilà, je suis pas vraiment un utilisateur Mac, donc je saurais pas vous dire ce qui est vraiment bien. Et WatchOS 4, qui est vraiment juste une toute petite mise à jour. C'était pas vraiment... Le plus gros changement, c'est que vous pouvez mettre des watch face, donc l'écran qui reste par défaut sur la montre. Comme vous pouvez voir, vous pouvez en mettre des différentes, notamment vous pouvez avoir Siri avec des trucs pour vous rappeler de vos rendez-vous, vous pouvez avoir un truc de sport ou juste un truc qui affiche l'heure. Donc ça peut être pas mal, mais encore une fois, de toute manière, les smartwatches ont eu du mal à décoller et ça se voit clairement que maintenant les gens sont pas trop intéressés parce que c'est juste trop tôt. Pour moi, l'intérêt d'une smartwatch dans le futur, ce serait d'avoir une smartwatch qui vous pouvez mettre une carte SIM dedans et c'est votre téléphone. Et c'est puissant, et ça peut durer longtemps en batterie. Ça pourrait être intéressant. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau de la conférence Apple. Donc, surtout intéressant pour moi, l'écran 120 Hz sur cet iPad qui est vraiment intéressant. L'iMac Pro qui est quand même intéressant parce que c'est quand même... C'est du sacré design d'arriver à mettre ce genre de choses dans un endroit aussi réduit. Et puis on sait que c'est Apple, ils vont pas le faire surchauffer le truc, donc c'est assez intéressant. Mais sinon le reste, ça reste juste des upgrades, quoi. L'iMac avec des nouveaux processeurs, le MacBook Pro avec
nouveau processeur, nouvelle carte graphique, qui sont juste des refresh. Donc rien de vraiment folichon, j'ai envie de dire. On va passer du coup à la prochaine news, qui est, du coup, il y a l'E3 en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a juste une conférence qui est arrivée, c'est la conférence EA, qui était très ennuyante. Ils ont juste montré Battlefront 2, le nouveau Need for Speed, et puis EA Sport, genre FIFA, Madden et tout ça. Donc, ça m'intéresse pas énormément, je vais le dire directement. Ils ont aussi montré un nouveau jeu par BioWare, enfin juste une petite preview. Ils ont dit qu'on verrait plus à la conférence Microsoft, qui sera alors, ça c'est l'heure locale, ce sera 23h aujourd'hui soir, et je ferai un commentaire sur ma chaîne principale en live pour ceux qui seraient intéressés. Et donc ils ont dit qu'ils montreraient plus de ce nouveau jeu de BioWare à ce moment-là. Et puis il y avait un dernier truc, c'était un jeu par le créateur de Brother, A Tale of Two Sons, qui est un jeu c'est un jeu vraiment fait, designé autour d'une histoire intéressante. C'est une expérience pas trop longue, c'est juste vraiment concentré sur le récit de l'histoire, quoi. Mais avec un gameplay qui était assez intéressant, vous pouviez contrôler les deux frères avec un joystick chacun. Et du coup, ça, le créateur s'est lancé sur un projet qui est totalement différent. C'est genre un jeu full 3D, avec des petits airs de GTA par moment, honnêtement, où vous devez vous échapper d'une prison. Mais ce qui est très particulier, c'est qu'en gros, l'écran est séparé en deux, et vous devez jouer en coop. Alors, apparemment, il y a du coop permis quand même sur Internet, mais l'expérience recommandée, c'est du coop avec votre ami, dans la même pièce, tout ça sur la même TV. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous savez la séparation quand vous jouez en coop, genre le split screen, eh bien, le split screen se modifiait selon la situation. Et c'était très intéressant. Genre s'il y en a un qui était en cutscene, l'autre pouvait continuer de jouer. Et vraiment, en fait, les deux personnes sont en même temps dans un même endroit, mais à faire des choses totalement différentes. Et ça qui était vraiment intéressant. Et du coup, le split screen bougeait selon la situation. Genre, à un moment, on les voit conduire une moto, et bien le split screen s'est mis horizontalement parce que c'est plus facile pour conduire comme ça. À un moment, il y en a un qui se battait, son split screen s'est mis plus gros que celui d'à côté qui était juste en train de faire un truc de base. C'était vraiment intéressant. J'attends de voir ce que ça peut donner, mais ça peut aussi... Ça peut être un problème parce que le truc, c'est les jeux coop sont très rares, donc moi ça me dérange pas. Je sais qu'il y en a qui vont être en mode oh c'est dommage tout ça, mais non, c'est fait pour. Du coup moi ça me dérange pas spécialement. Il y a aussi d'autres conférences. La conférence Sony sera très tard le soir, 3h du matin si je me souviens bien. Ça c'est la conférence, je ne sais même plus quoi. C'est Bethesda, voilà. Bethesda c'est en pleine nuit aussi si je me souviens bien. Il y avait Ubisoft qui était pas trop tard. Mais bon, vous pouvez voir les plannings si vous voulez. Bon là c'est le planning évidemment à l'heure locale. Il suffit de rajouter le nombre d'heures pour avoir la bonne heure. Alors si je me souviens bien, attendez. Alors oui, c'est à 2h de l'après-midi. Alors que chez nous, alors le 3 c'est à Los Angeles, hein, je rappelle. Et chez nous c'est à 23h. Donc vous faites la différence et c'est le nombre d'heures que vous devez rajouter. Donc en gros, ça fait 6 heures plus 3 heures, 7 heures. 7 heures de décalage. Ça va encore, 7 heures de décalage en fait. Oui, ça... Non, attendez, je me suis trompé. 6 heures plus 3 heures, ça fait pas 7 heures. Ça fait 9 heures. Donc 9 heures de décalage. C'est vrai qu'on a plus d'heures de décalage parce que nous, on a le cycle de changement un petit peu étrange par rapport à eux. Donc 9 heures de décalage. Ce qui fait beaucoup plus d'un coup. Donc si vous regardez par exemple la conférence Nintendo qui est à 9h du matin, vous rajoutez 9h, ça fait 18h. Donc ça c'est parfait. Bon c'est Nintendo donc c'est normal qu'ils le mettent à 1h qui est bon pour l'Europe aussi. Parce que voilà, ils essayent de toucher un maximum de gens. Mais bon on verra ce que ça donnera. La conférence Sonic est vraiment tard. Ça c'est dommage. La Bethesda aussi est vraiment tard, elle est à 6h du mat si je me souviens bien. Donc ouais, bon, dans tous les cas, j'essaierai de commenter sur ma chaîne principale la plupart des conférences qui sont à des heures potables. Et mon commentaire, ce sera juste en mode cynique, genre, je critique mais pas vraiment, et voilà, c'est à peu près ça. Alors, maintenant on va faire le meilleur du Computex, selon moi, voilà, c'est mon avis. Alors, évidemment, je n'inclus pas toutes les autres annonces, genre Threadripper, tout ça, parce que ça, évidemment, ça me semble logique, c'est génial, mais... Du coup là je vais me concentrer sur des trucs qui sont un peu plus passés inaperçus parce que c'est
c'est juste des produits plus simples ou autre chose. C'est pas des grosses annonces, quoi. Donc le premier truc qui était selon moi très intéressant, c'était le Phuntex P300. Alors si vous savez, il y a le Phuntex P400 qui existe depuis pas mal de temps, qui est un très bon boîtier moyenne gamme que vous pouvez trouver pour 80-90 euros. Et c'est un excellent boîtier, vraiment. J'ai fait un PC dedans, il est excellent. Et du coup, le truc c'est que tout le monde n'a pas 80-90 euros pour un boîtier. Donc ils vont sortir un P300 qui reprend assez bien les principes du P400, mais pour 60$. Donc ça devrait sortir à un peu plus de 60 euros chez nous, certainement. Donc c'est au format ATX, tout ça. Et un truc très intéressant, c'est que oui, il y a un panneau en verre. Donc c'est énormément la mode en ce moment. Donc ils ont réussi à caser un panneau en verre sur un boîtier à 60$. Alors il y aura certainement une version sans panneau en verre avec juste un panneau en métal, c'est sûr et certain. Parce que personnellement je ne serais pas confortable par exemple si vous commandez sur un site et que vous prenez l'option montage pour qu'il vous monte tout le PC, moi je ne serais pas confortable de me faire livrer un PC avec un panneau en verre qui pourrait se briser au moindre coup un peu trop violent. Mais bon, je préférerais certainement un bon vieux panel en métal ou autre chose. Mais bon, c'est un boîtier très intéressant comme vous pouvez voir, qui sera à mon avis très bon pour monter un PC, très facile à utiliser certainement aussi. Et je vous le conseille, à mon avis, je suis pratiquement sûr que on pourra vous le conseiller sans problème. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Ensuite, on avait Noctua. Alors je fais par ordre de préférence, je tiens à le préciser. Alors ici, c'est bien, mais il y a des trucs, il y a des petits trucs moins bien. Alors, c'est un nouveau ventilateur par Noctua qu'ils ont pris apparemment 4 ans à designer. Et la particularité de ce ventilateur, c'est que vous le voyez sur le bord là, c'est que les pales du ventilateur sont très proches du cadre. Alors là, vous allez me dire, ouais, quelle est la particularité? Eh ben, c'est très compliqué de designer un ventilateur comme ça, parce que le problème, c'est que, par exemple, votre ventilateur, selon sa durée de vie, après 3 ans, les pales vont s'agrandir légèrement de quelques millimètres. Pourquoi? Parce qu'à force de tourner, le plastique se déforme. Donc ils ont dû créer littéralement alors c'est un matériau qui est dans la même famille que le Kevlar pour les pales. Donc vous avez des pales en Kevlar. Donc si vous voulez vous faire un gilet pare-balles, voilà, achetez plein de ventilateurs Noctua. Et du coup, grâce à ce matériau, ils peuvent faire ça sans que ça se déforme trop et que ça mette en péril le ventilateur. L'avantage à voir ça, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est que ils ont remarqué qu'en fait, quand vous avez un bord sur le côté du ventilateur, vous avez l'air qui s'échappe, donc là, vous voyez le ventilateur comme il est, là, il souffle de l'air derrière lui. Mais le problème, c'est qu'au lieu de souffler que derrière lui, il y avait de l'air qui repassait sur le côté des pales. Et donc, c'est de l'air perdu, ça a perdu aussi le ventilateur, ça fait du bruit, et du coup, vous voulez pas ça. Donc eux, ils ont designé ce ventilateur vraiment pour que ce soit minimum de bruit, mais un maximum de flux d'air. Et ils montraient une démonstration qui était très intéressante. Alors ça, c'est les courbes, ils montraient un petit peu la pression du ventilateur. Donc il a une très bonne pression, mais aussi un bon flux d'air. Donc il est vraiment versatile, vous pouvez l'utiliser dans plein de situations. Et ils montraient, voilà, donc même radiateur CPU. Donc ça, c'est des trucs qui simulent une charge thermique, hein, pour ceux qui se demandent. Et vous aviez 2 ventilateurs sur celui-là, deux de leurs anciens ventilateurs, et là, un seul. Et ils arrivaient à peu près les mêmes températures, plus ou moins. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que 2 ventilateurs, ça fait plus de bruit que 1. Et celui-là a un meilleur flux d'air et tout ça, donc c'était vraiment bien. Et puis ça prend moins de place aussi, donc ça c'est plutôt cool. Je serais très intéressé plutôt moi de le voir sur un système de water cooling, où là, à mon avis, il montrerait vraiment ses muscles, parce que là on a vraiment besoin d'une bonne pression en air. Donc très intéressant. Bon, encore une fois, c'est du Noctua, donc vous avez les couleurs Noctua qu'il faut aimer, hein. Alors d'un point de vue marketing, c'est parfait, hein, parce que quand vous voyez ça, vous dites « Ah, ça c'est un Noctua ». Mais d'un point de vue juste, les gens voudraient l'utiliser. Voilà, ils ont sorti des versions noires de leur ventilateur et aussi des versions grises. Les versions grises, c'est leur ancien design, donc c'est bof. Par contre, les versions noires, c'est vraiment leur nouveau design. Le problème des versions noires, c'est l'industrial, c'est que c'est pas exactement les mêmes, ils tournent à des vitesses plus hautes et tout ça, donc voilà, c'est pas la même chose, quoi. Donc j'aimerais vraiment qu'ils se concentrent à sortir d'autres versions avec des couleurs un peu plus passables. Et puis montrer quelques petites mises à jour au niveau des radiateurs, mais rien de spécial à ce niveau-là.
En tout cas, c'est très intéressant. J'ai vu aussi une interview où quelqu'un leur demandait s'ils allaient faire un système de water cooling tout intégré, donc un AOI. Et non, c'est un AIO plutôt. Et apparemment, ils peuvent pas vraiment le dire, mais apparemment, ils travailleraient sur un truc. Ça, après, Noctua sont du genre, je vous l'ai dit avant, ça fait 4 ans qu'ils travaillent sur ce ventilateur. Donc Noctua sont du genre à travailler très longtemps sur quelque chose et de le sortir vraiment quand c'est parfait. Donc, ne vous étonnez pas si ça prend encore quelques années à sortir quelque chose. J'aimerais bien, moi, qu'ils sortent un système de water cooling, personnellement, parce que je pense qu'ils seraient parfaitement capables de designer quelque chose de très intéressant. Mais ça utiliserait certainement des ventilateurs pas très beaux, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, Ryzen dans les portables. Alors, j'en avais déjà parlé, mais je voulais en reparler, parce que je trouve ça très intéressant. Et puis, j'ai pu voir un petit peu plus de vidéos sur le sujet. Et il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire dans un truc à propos de ça, c'est que il faut savoir Ryzen, et alors n'importe quel, un CPU, un GPU, n'importe quoi qui fonctionne à une certaine fréquence et un certain voltage, vous devez lui mettre de l'énergie, hein, donc il y a un voltage à laquelle ça fonctionne, bien n'importe quoi, à partir d'un certain voltage, commence un petit peu à... Vous allez mettre plus de voltage, mais il va consommer de plus en plus, et il y a un moment où ça devient juste pas rentable, en fait. Et par contre, avant, il y a un moment où c'est extrêmement rentable. Alors, ça, c'est assez intéressant pour les ordinateurs portables. Pourquoi? Parce que un processeur qui fonctionne à, par exemple, je sais pas moi, 3,6 GHz sur le PC fixe, il y a de fortes chances que ce soit un petit peu l'endroit où il est pas trop mal encore, mais si vous allez un peu plus haut, ça va devenir moins intéressant. Donc c'est le cas avec Ryzen, à partir de 3,8 GHz, vous devez mettre tellement de voltage que ça devient de moins en moins intéressant niveau consommation. Ok, je relance j'atteins la limite de record sur l'appareil apparemment. Ah oui, ça fait longtemps que je parle, mais c'est pas grave. Il faut que je me dépêche. Du coup, ce qui était très intéressant, c'est que des fois, en réduisant à peine le voltage, vous gagnez énormément en consommation d'énergie. Vraiment. Et Ryzen est comme ça. Ryzen profite vraiment, vous diminuez à peine le voltage et Ryzen commence à consommer de moins en moins. C'est pour ça que par exemple le Ryzen 1700, c'est un processeur weaker à 3 GHz annoncé à 65 watts. Il a... Alors, c'est pas exactement 65 watts qu'il consomme, mais vous pourriez le mettre dans des PC vraiment petits et le truc consomme rien, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Et je pense que, honnêtement, alors c'est le Ryzen 1700 justement qui s'amuse à mettre dans les portables. Donc s'ils prennent un Ryzen 1700 qui diminue le voltage, voilà, je cherchais le terme, et qui laisse la fréquence, vous pouvez, hein, d'un processeur à l'autre, vous pouvez diminuer légèrement le voltage. C'est ce que je fais j'ai fait ça sur mon ordinateur portable. Vous pouvez faire ça avec la plupart des Core i7, c'est la même chose. Par exemple, les Core i7 en Skylake ou en Kaby Lake, vous pouvez, alors Skylake, je sais plus combien on peut les diminuer, mais justement en Skylake, on peut les diminuer de 100 millivolts. Sans problème, et tout fonctionne parfaitement, et vous consommez moins, vous chauffez moins. Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris les meilleurs Ryzen 1700, ils ont pris ceux qui vraiment pouvaient diminuer en voltage tout en gardant la fréquence. À mon avis, ils ont quand même diminué un petit peu la fréquence, mais ils ont pris les meilleurs dans ce niveau-là, et je pense qu'on va avoir des trucs très intéressants. Je pense que Ryzen aura toujours le problème de... C'est pas le meilleur en monocœur, il n'est pas aussi puissant qu'un Core i7 ou autre chose en tâche monocœur, parce que Intel a une meilleure puissance avec un seul cœur. Mais malgré ça, je pense qu'il y a un assez gros intérêt pour Ryzen dans le portable, en fait. Donc ça, je suis assez content de voir ça. Il y avait aussi, alors j'ai pas un article là-dessus, mais les Max-Q de Nvidia ont été annoncés officiellement, j'avais oublié de le dire ça. Donc les Max-Q, c'est une version, mais justement... c'est un peu une version mobile des GTX 1080 et 1070, mais pas non plus trop mobile parce qu'il y a juste une différence de 10% de performance. Donc elles sont moins puissantes, mais elles consomment beaucoup moins, chauffent beaucoup moins et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est justement ce que je vous ai dit. Ils ont diminué légèrement le voltage et du coup, ils ont gagné énormément en consommation électrique. Donc en bridant un petit peu les performances, ils ont gagné beaucoup plus en consommation. Et ils ont aussi un truc qui permet de vraiment limiter la carte graphique pour éviter qu'elle chauffe trop ou autre chose. Donc c'est intéressant aussi, et c'est un petit peu le même genre de technologie qu'à mon avis ils utilisent pour Ryzen, pour le faire tourner correctement dans un ordinateur portable. Dans tous les cas, prochain truc, c'était un nouveau boîtier par Cooler Master. C'est c'est techniquement un remplaçant spirituel à la série AF.
Donc c'était High Airflow. Donc ça, c'était des boîtiers Cooler Master qui étaient designés avec des énormes ventilateurs, vraiment, genre comme ça. Voilà, ça, c'est des ventilateurs de 20 cm. Donc la série AF était très populaire. Moi, je les aimais bien aussi. Ils avaient juste un problème, c'est qu'ils n'avaient pas de filtre contre les poussières. Et puis, il n'y en a aucun nouveau qui est sorti depuis des années. Du coup, ils sont un petit peu old school. Ils en ont annoncé un nouveau qui, du coup, n'est pas vraiment un nouveau AF. C'est le Mastercase H500P. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est un AF. Il a tout d'un AF. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, énormément de ventilateurs en RGB, évidemment. Donc, 2 ventilateurs de 20 cm à l'avant. Vous avez un 140 mm à l'arrière. Vous avez du support en haut pour mettre soit deux en plus de 200 mm ou 20 cm, ou alors des 140 mm pour, par exemple, du water cooling. Ce qui est bizarre, c'est que, par exemple, là, ils mettent un radiateur water cooling en 280 mm, je pense. Et puis, il y a les 2 gros ventilateurs devant. Donc, ça m'a pas l'air très intelligent ou autre chose, mais c'est pas grave. On va juste ignorer. Et un autre truc intéressant, c'est que ça viendra avec alors ça, c'est un système de montage pour mettre la carte graphique verticalement sur le côté. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ça vous permet de mieux montrer votre carte graphique. Donc ça, c'est cool, parce que je trouve qu'on a beaucoup de cartes graphiques qui sont très belles, mais qu'on met face vers le bas et qu'on voit juste l'arrière. Du coup, ça, c'est assez intéressant. Ça permet aussi à des cartes graphiques comme ça, ce genre de carte graphique expulse tout l'air autour d'elle. C'est pas comme si tout sortait à l'arrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça les éloigne de la carte mère. Donc, ça évite à la carte graphique de peut-être faire trop chauffer la carte mère. Donc, ça, c'est plus intéressant. Et le plus intéressant, c'est qu'en fait, il y a de la place encore pour les équerres PCI Express derrière. On le voit pas très bien, mais vous pouvez continuer de mettre des trucs derrière. Il y a beaucoup de ces systèmes de montage verticaux où vous bloquez tous les slots PCI Express devant. Sauf que là, vous pourrez toujours mettre littéralement une carte graphique derrière, ça passerait. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ça permettrait de continuer de mettre un SSD, une carte réseau, une carte son, sans problème, sans avoir de choses qui passent dans le chemin. Donc beaucoup de choses très intéressantes sur ce boîtier. Honnêtement, j'aime assez bien le design personnellement. C'est discutable. Alors c'est du plexiglas devant, c'est pas du verre, c'est du plexiglas. Plexiglas au-dessus, donc la ventilation se fait plutôt sur les grilles sur le côté. Elles sont filtrées évidemment, et juste, c'est un boîtier qui est plutôt classe, je trouve. Il faut aimer, mais moi je le trouve plutôt classe, et je serais bien tenté pour peut-être ma prochaine config de l'avoir, honnêtement. Alors ce sera pas tout de suite qu'il sort, il me semble qu'il sort, oui, Q4, fin de l'année quoi, entre 139 et 149 $, et ça c'est très intéressant comme prix par contre. Alors, honnêtement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, il va coûter 200 €. Même pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, autre petite news, Cosmos 2. Non, pas le Cosmos 2, le Cosmos 7. Je sais pas pourquoi ils ont été jusqu'au 7 directement, mais c'est pas grave. Donc c'est un nouveau Cosmos. Donc je vous avais fait une news il y a pas très longtemps où justement on voyait l'ancien Cosmos qu'ils avaient remis au goût du jour, mais au final c'était le vieux châssis. Mais là, c'est réellement un nouveau Cosmos avec un nouveau châssis. Donc ça, c'est très intéressant. Il est plutôt classe, il coûtera très très cher, et je ne l'achèterai pas parce qu'il est beaucoup trop gros. J'en ai marre d'être trop gros boîtier. Vous allez me dire, celui-là aussi il est grand. Celui-là, ça va encore, franchement, ça va. Ça reste manageable, on va dire. Mais celui-là, par contre, à côté, ça c'est trop gros. J'en ai marre des trop gros boîtiers. Là, j'ai un NZXT Phantom 630, il est trop gros, ok? C'est juste, tu veux le porter pour aller le nettoyer, tu portes un truc de 30 kg, quoi. Enfin bref. Prochaine news. Alors prochain truc que j'ai bien aimé au Computex, c'est le Silverstone RV-Z04 qui est un boîtier micro STX, pas ITX, avec des cartes au format MXM. Donc voilà, je me souviens maintenant du terme MXM. Donc les formats MXM, c'est des petites cartes graphiques. C'est un format pour carte graphique pour ordinateur portable à la base. C'est pas très utilisé parce que les constructeurs n'aiment pas trop ça. Pourquoi? Parce que ça vous permettrait d'upgrade littéralement votre ordinateur portable sans devoir repayer. Et il y a des marques qui n'aimeraient pas ça, évidemment, parce qu'ils veulent que vous achetiez le nouveau portable. Donc ça, c'est pas trop fréquent. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est le format STX. C'est un format qui est introduit par ASRock. Et c'est un format de carte mère très très petit, comme vous pouvez voir, avec un slot MXM. Donc vous pouvez mettre une carte graphique, genre jusqu'à une GTX 1070 dedans. Oui, un Core i7 sur la carte mère et juste avoir un PC mais d'une puissance folle
dans un truc ridiculement petit. C'est petit ça, c'est tout petit. Du coup ça c'était très intéressant. Le seul problème c'est que les cartes MXM sont très très rares, vous devez bien souvent les trouver sur eBay ou autre chose parce qu'elles sont pas vendues en... Vous pouvez pas les trouver dans les magasins normaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas en vendre dans les magasins normaux parce que ils veulent pas que les gens améliorent leur PC portable avec, ce qui est assez stupide, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, ça c'était très intéressant. Ensuite on avait, alors c'est un peu dans le même genre, ça c'est le MSI Vortex G25. Alors lui, c'est un format propriétaire évidemment. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au final, si vous regardez cet ordinateur fixe, j'ai juste l'impression que c'est un ordinateur portable, sans l'écran, sans le clavier, mais verticalement. Vous pouvez le mettre horizontalement aussi, mais c'est mieux de le mettre verticalement pour le flux d'air. Et vraiment, oui, c'est la même conception qu'un ordinateur portable. Là, on peut le voir, mais dans un ordinateur fixe. Alors, il est plus épais et tout ça, donc il sera mieux refroidi qu'un ordinateur portable, il devrait faire moins de bruit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup de puissance dans un format, encore une fois, très réduit, donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est la taille d'une... À mon avis, c'est la taille d'une PlayStation 4, honnêtement. Ça doit pas être très loin, en fait. Vraiment, ça doit pas être très loin. Ça doit être un peu plus grand, quand même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est plus petit que la Xbox One originelle. Mais, par contre, dedans, vous pouvez avoir un i7, 64 Go de RAM et une GTX 1070. Et ça, on est très loin d'une PlayStation, ou même d'une Xbox One, ou même une Xbox One Scorpio, très honnêtement. Mais bon. Ensuite, alors ça, c'était HP Omen qui ont refresh toute leur gamme. Ça, je ne savais pas que ça allait arriver, mais... Alors, ils ont d'abord annoncé un nouveau ordinateur fixe, qui a un design discutable. Ils ont aussi... Alors ça, c'est un accélérateur GPU, donc c'est pour brancher un ordinateur portable en Thunderbolt. Vous mettez une carte graphique dedans, donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais ça reste un accessoire qui coûte cher et qui ne va pas non plus vous donner les performances d'un PC fixe. Ensuite, on avait... Voilà, ça, c'est le plus intéressant. C'était un refresh des HP Omen 17 et 15. J'ai le 17 pouces, personnellement, et ça change totalement. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment écouté les gens. Alors, premièrement, bon, malheureusement, le truc que je vois directement, c'est que continue le rouge et noir. Genre, gaming! Mais, à côté de ça, déjà, le design est un petit peu plus... ça se voit que c'est un nouveau châssis, déjà. C'est plus... Alors, le HP Omen, le 15 et le 17, il faut savoir, c'est le châssis utilisé aussi pour d'autres produits qui sont pas gaming. Mais c'était le même châssis. Et du coup, ça se voyait. Là, c'est vraiment un châssis pour un ordinateur gaming. Donc, qui doit être mieux conçu pour le refroidissement et tout ça. Et aussi, ce qui était intéressant, c'est que le clavier, on le voit pas très bien, mais c'est un clavier vraiment gaming cette fois-ci. Donc, les touches directionnelles sont full. Et il y a aussi des touches de macro sur le 17 pouces. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, des petits trucs intéressants, c'était... Bon, la config, évidemment, sera énorme. Core i7, dernière génération. GTX 1070 dans le 17 pouces, jusqu'à une 1070 pour avoir une 1060 et tout ça. Écran 120 Hz 1080p. Ça, c'est très intéressant. Ou un 60 Hz 4K avec G-Sync, évidemment. 32 Go de RAM. Du disque dur et du SSD en NVMe, et puis une meilleure sélection de ports, notamment du Thunderbolt, enfin, et du USB Type-C aussi. Donc, vraiment, tous les trucs que les gens se sont plaints, ils l'ont amélioré. Donc ça, c'est plutôt cool. Un dernier truc qu'ils ont amélioré aussi, que les gens s'étaient plaints, c'est que la construction des HP Omen était en plastique. Là, maintenant, c'est du métal. Et du coup, c'est meilleure qualité, évidemment. Ça semble logique. Ce sera un peu plus lourd, mais c'est de meilleure qualité. Et il y a d'autres petites caractéristiques qui sont plutôt pas mal. Le 15 pouces, lui, alors le 15 pouces, c'est plus particulier. Il a juste qu'une GTX 1060 Max Q. Donc, c'est pas la GTX Full 1060. C'est la version un petit peu mobile, 10% moins puissante, mais qui consomme beaucoup moins. Donc, ça, c'est... Honnêtement, je préfère, honnêtement. Je préfère. Surtout dans un 15 pouces, je trouve qu'une GTX 1060, ça peut être limite des fois. Il faut un peu sacrifier en batterie et tout ça pour la faire tourner. Ensuite, un écran 120 Hz quand même aussi sur le 15 pouces. Ou un écran 60 Hz 4K. Ne prenez pas le 4K, franchement. Pour un 15 pouces, ça sert à rien. 16 Go de RAM, ce qui est suffisant. Ça pourrait être mieux, mais voilà. 1 Tera, et puis à nouveau 512, jusqu'à 512 Go en NVMe. Et puis encore une fois, une sélection de ports plutôt bien foutue. Alors, c'est pas garanti qu'il ait par contre un Thunderbolt en 15 pouces. Enfin, certains 15 pouces n'auront pas un Thunderbolt qui est indiqué. Mais à mon avis, les plus hauts de gamme en auront. Et puis encore une fois, design en métal et tout ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et
vraiment là, je me dis, HP a rattrapé les autres marques, vraiment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'HP est une grosse marque et qu'ils peuvent négocier les prix. Et bien souvent, les HP Omen coûtent moins cher. Donc là, ils coûtaient déjà moins cher, mais ils étaient plutôt pas mal. Mais il fallait faire des... Enfin, c'était aussi selon vos préférences. Si vous vouliez un clavier RGB et tout ça, ben, ils n'avaient pas. Là, maintenant, alors, ils ont toujours pas de clavier RGB, j'ai l'impression. Mais ils sont plus très loin. Franchement, à part le clavier RGB, je vois pas vraiment d'autres différences. Il faudra voir le châssis, ce qu'il vaut, honnêtement, hein, on ne sait pas. Pour moi, il a l'air mieux conçu pour le refroidissement. Ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas. Après, ça reste HP. On peut le voir notamment dans l'accélérateur. Ils l'ont branché à leur Ultrabook. Ça, c'est un de leurs Ultrabook qui est vraiment très bien conçu. Donc, ils ont les ingénieurs pour concevoir des choses intéressantes. Et je suis content de voir qu'ils se sont enfin concentrés vraiment pour faire un châssis pur gaming. Donc, j'attends de voir ce que ça donne personnellement. Mais c'est prometteur, c'est très prometteur et je pense que ça va mettre un petit peu plus de feu sur les fesses de Asus et MSI. Parce que Asus et MSI en ce moment, je sais pas si vous l'avez vu, mais ils sont un peu en mode tranquille, on est bien là. Genre, ils ont augmenté leur prix. Asus coûte vraiment cher par rapport aux autres marques maintenant. MSI aussi commence à coûter un peu plus cher. Et puis MSI fait des fautes, je pense, assez graves sur certains de leurs produits, notamment c'est qu'ils installent beaucoup de trucs par défaut sur les ordinateurs portables qui ralentissent énormément les ordinateurs. Genre j'ai vu une vidéo de Gamer Nexus où vous avez genre 10 écrans de contrôle sur l'ordinateur portable, c'est juste abusé. Mais bon. Ensuite, du coup, un nouveau boîtier. Alors ça c'est le boîtier que j'achèterai jamais parce que de toute manière il coûtera la peau des fesses. C'est le Thermaltake Level 20 Titanium. Donc ils avaient fait le Level 10 il y a plusieurs années. C'était un boîtier avec plusieurs chambres en fait. Vous aviez une chambre à l'avant pour les disques durs, une chambre au-dessus pour l'alimentation, puis une chambre en bas pour le PC en tant que tel. Et ben le Level 20 suit le même principe, comme vous pouvez voir, mais avec un design plus au goût du jour, avec du tempered glass, donc du verre à nouveau, et du RGB évidemment, ça me semble logique. Donc un boîtier qui est plutôt cool, j'aime assez bien personnellement, faut aimer, j'aime assez bien. Mais ça va coûter la peau des fesses. Et c'est énorme au niveau taille. Donc, non merci. Mais c'était plutôt cool à voir. Alors, si là, on n'avait pas encore un boîtier assez grand, Corsair sort la plus grosse. Donc le Slate, qui est un boîtier Corsair énorme. Oui, à l'avant, vous avez deux rangées. Donc c'est des ventilateurs 120 mm. Deux rangées de 4. Donc c'est pour deux radiateurs 480 mm. Oui. Et c'est la largeur du boîtier. Hein. Ensuite, vous avez le haut, vous pouvez mettre un énorme radiateur. Vous avez deux ventilateurs à l'arrière. À l'arrière, oui. Et c'est juste énorme. Et vous ne le voyez pas très bien sur les photos, mais en bas, ici, là, c'est un PC en mini ITX. Donc vous avez une carte mère qui est mise horizontalement. Et vous avez une carte graphique qui est tout dessus. Et là, vous avez la carte mère en ATX à côté. Donc, vous avez deux ordinateurs en un. Littéralement. Là, on le voit beaucoup mieux. Vous voyez, là, il y a les deux cartes graphiques. Donc, énorme. Et apparemment, je suis pas sûr qu'il y aura une version grand public. Ce qui, du coup, me dérange pas tellement. Là, on voit tous les ventilateurs l'un à côté de l'autre. Là, c'est juste abusé. Par contre, oui, si vous aimez ce genre de refroidissement, vous serez servi. Alors, vous pouvez déjà acheter des boîtiers aussi grands, il faut le savoir. C'est Caselab qui en fait. Il y a aussi Thermaltake qui a littéralement volé les designs de Caselab. Mais bon, on va juste ignorer. Thermaltake aussi en fait des boîtiers aussi grands qui littéralement pourraient vous servir de table pour boire le thé. Hein. Donc si vous aimez ce genre de choses, genre si vous aimez un boîtier que vous allez juste mettre à un endroit, jamais y toucher à nouveau, mais que vous voulez un maximum de refroidissement pour votre water cooling ou autre chose, vous êtes servi. Vous êtes vraiment servi, vous serez tranquille là, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'était le dernier truc du Computex que... il est plutôt cool quand même, hein, quoi qu'il arrive, même si je ne l'achèterai jamais. Donc ça c'était un peu tout mon top du Computex. Je sais pas c'est un top combien, j'ai pas trop regardé. Attendez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh 10, top 10. Top 10 du Computex. Je vais pouvoir faire un petit clickbait, excellent. Bref, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show. Et je vous dis salut à tous.